Vous regardez 64 minutes, bienvenue, place à notre débat. C'est un week-end mortel. Halloween vendredi, la Toussaint hier, encore la fête des morts au Mexique et pas seulement, en France aussi. C'est aujourd'hui. Alors quel est notre lien avec la mort, la nôtre, celle des autres? On va en débattre avec mes invités. Taous Merakchi, bonsoir. Bonsoir. Productrice du podcast Mortel, auteur aussi de Monstrueuse aux éditions La Ville Brûle. Et nous sommes en direct avec Perrine Baron. Vous signez On ne badine pas avec la mort, qui vient de paraître chez Actes Sud. Et à l'heure où l'IA est convoquée pour ressusciter virtuellement des proches, nous ferons appel à l'expertise de Louis de Diesbar. Bonsoir. Vous êtes éthicien de la technique, auteur de Bonjour. ChatGPT. Donc merci à vous trois d'être avec nous. Donc la fête des morts, c'est aujourd'hui au Mexique, mais aussi en France et certainement dans d'autres pays. Est-ce que c'est toujours compliqué de parler de la mort au XXIe siècle? Est-ce que c'est même plus compliqué qu'avant, Taous Merakchi? Je pense que oui, il y a une certaine difficulté qui est liée à une diversité des cultures, des expériences, où maintenant il y a quand même un peu plus le choix et en même temps il y a un vrai débat sur le coût de la mort, sur le coût écologique de la mort et des funérailles aussi. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y a les nouvelles technologies. On s'était posé la question de que devient notre compte Facebook quand on disparaît. Oui. Donc il y a les outils qui ont été mis en place. Le Covid a beaucoup aussi remis en cause notre rapport aux funérailles et à la mort et au fait d'assister à la mort. Donc je pense que oui, ça s'est beaucoup élargi et c'est pas plus mal parce que c'est un sujet qui est quand même très important. Ouais, un sujet parfois tabou, mais on va y revenir parce que Perrine Baron, vous avez voulu vous confronter à la mort, vous avez une démarche de journaliste, vous êtes allé dans des pompes funéraires et vous avez voulu comprendre ce qui se passe. Et alors c'est amusant parce que dans votre... Enfin amusant, oui c'est amusant, on le dit. Dans votre livre, vous commencez avec le côté très trivial. Oui, tout à fait. La première approche dans le livre, c'est effectivement, et le fil rouge du livre, c'est la rencontre avec un thanatopracteur et tout ce qu'il a pu m'apprendre sur les soins funéraires tels qu'on les pratique aujourd'hui en France. Et effectivement, c'est ça qui conduit un peu le récit. Et à partir de ça, évidemment, je divague et j'aborde notamment les différents rituels funéraires dans le monde. Est-ce que c'était pour comment dire, ne plus avoir peur? Est-ce que vous êtes fasciné par la mort? Je pose la question à toutes les deux. Pourquoi vous vous lancez dans ces projets? De mon côté, non, je suis pas spécialement fascinée par la mort. Simplement, c'est un objet de curiosité dans la mesure où il revêt beaucoup de mystères, parce qu'on connaît pas grand-chose sur la mort. Et puis, ça fait aussi couler beaucoup d'encre. Donc, c'était un terrain de jeu favori. Pareil pour vous, Taous? Oui, moi, il y a toujours. Enfin, j'ai grandi sans avoir peur de la mort, ce qui, je m'en suis rendu compte après coup, était un peu une exception. C'est venu beaucoup plus tard, quand je suis devenue maman notamment, parce que du coup ma mort a un impact différent aujourd'hui si je disparais. Mais du coup, oui, il y a une espèce de fascination sur l'après, le pendant, ce que ça génère chez les gens et pourquoi il y a ce secret. En fait, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas dit publiquement me fascine. Et donc la mort, au bout d'un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi on en fait tout un fromage et pourquoi on n'a pas le droit d'en parler? Pourquoi on en parle en chuchotant? Et pourquoi c'est pas une célébration chez nous alors que ça l'est dans plein d'autres cultures, par exemple? Donc, oui, notamment au Mexique, voilà. On l'a vu. Louis de Diesbar, est-ce que vous aussi, quel est votre rapport à la mort? Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, on la cache ou elle devient virtuelle? Qu'en pensez-vous? C'est une très très bonne question et je suis moi dans une situation similaire où je pense que ma propre mort a pris une dimension complètement différente le jour où je suis devenu papa. Donc je pense qu'effectivement on se rend parfois compte, en tout cas ça a été une réalisation pour moi, que évidemment la mort finalement c'est pas quelque chose de tellement individuel, d'une part parce que tout le monde y va y passer, bon soit, mais aussi parce que c'est surtout l'impact sur les autres. Moi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, et notamment si on réfléchit aux questions de l'intelligence artificielle, c'est quel impact sur les autres et va justement amener notre mort, et qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire pour aller au-delà. Oui, pour aller au-delà. Alors certains y ont pensé, ils ont même créé des deadbots où on peut communiquer avec la personne qui est morte, qui est défunte. Ça date de pas si longtemps que ça quand même. Alors ça date pas si longtemps que ça, je dirais pour le commun des mortels, c'est pas si longtemps que ça. En termes d'intelligence artificielle, c'est déjà pratiquement il y a des millénaires. C'était les premiers deadbots, on voit ça généralement en 2019, 2018, voire même éventuellement. Et donc en termes d'intelligence artificielle, c'est vraiment il y a très longtemps. Après effectivement, c'est quand même relativement récent. Et donc oui, et comme vous avez expliqué, c'est vraiment l'idée d'utiliser toutes les traces numériques digitales d'un individu
et de les charger dans ce qu'on appelle un modèle de langage, style ChatGPT ou le chat de Mistral, etc. De tout charger là-dedans pour que ensuite, vu que cette personne a des tics de langage, des expressions, etc., qu'elle a laissées dans cette race numérique, eh bien en fait la machine va entre guillemets les apprendre, et donc lorsque vous allez interagir avec cette machine, vous pourriez avoir l'impression d'interagir avec le défunt ou la défunte. Perrine Baron, ça c'est un nouveau chapitre qui aurait pu être dans votre livre, parce que vous nous décrivez ces rituels. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des siècles par rapport à la mort, par rapport au rite? Alors, chez nous en France, en tout cas, on a quand même effectivement bougé sur pas mal de choses pour des raisons pratiques, de santé publique notamment. Du coup, ça a un peu restreint les possibilités pour les gens qui restent de célébrer le mort, effectivement. Puisque dans d'autres pays, il y a des choses qui sont possibles qui ne le sont pas chez nous, légalement. Et puis aussi parce qu'on a perdu, je pense, plein de rituels qu'on avait avant. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on la cache, la mort? On l'évoquait en tout début de ce débat, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté des sociétés occidentales de la nier? Taous? Oui, oui, complètement. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus attristé quand j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'était la mort dans la vie quotidienne quand on y est confronté. C'est de réaliser que rien ne nous y prépare, parce qu'en fait, comme c'est un tabou immense, rien ne nous prépare au deuil, et quand ça nous arrive, ça nous tombe dessus et ça nous démolit complètement. Alors que si on était accompagné, si on pouvait en parler, si c'était plus quelque chose qui faisait partie du quotidien, comme on parle de tout un tas de choses. Enfin, par exemple, moi, j'ai pas du tout envie de me marier, mais je suis parfaitement au courant de ce que c'est qu'un mariage, comment ça se passe, etc. J'aurais aimé qu'on me dise comment ça se passe une mort, en fait, avant que ça me tombe dessus quand mon père est décédé. Et je trouve ça très dommage qu'on n'en parle pas plus, parce que sous prétexte que, oh là là, c'est un sujet triste, bah ouais, mais on y passe tous. On perd beaucoup de gens dans une vie si on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a connu beaucoup de gens qu'on a aimés et qu'on a vécu assez longtemps pour les perdre. Et à côté de ça, il n'y a pas d'accompagnement, il y a pratiquement pas de suivi psychologique, il n'y a pas d'accompagnement de bien-être, il n'y a pas... Enfin, voilà, je trouve oui, ce qui pourrait être un peu surprenant, effectivement, puisque tout le monde est confronté à la mort. Mais vous aimez bien aussi en sourire, parce que vous dites, par exemple, il n'y a pas de tabou. Si quelqu'un a été désagréable, antipathique, c'est pas parce qu'il est mort que d'un coup il devient un saint. Non. Il faut le dire. Ah oui, bien sûr. Les morts ne deviennent pas sacrés pour autant. Voilà, si quelqu'un a été odieux de son vivant, il reste odieux après. Et puis oui, on peut être triste de ce qui n'est pas arrivé, de la résolution qu'on n'a pas réussi à avoir, des excuses, nanani, nanana. Mais en même temps, voilà, on va pas... Voilà. Mais pourtant, c'est rentré un peu dans les mœurs, hein, si j'ose dire. Perrine Baron, vous nous rappelez aussi dans votre ouvrage, on ne badine pas avec la mort, que le fait de s'habiller en noir, ça n'allait pas de soi. Et d'ailleurs, tout le monde ne s'habille pas en noir quand on est en deuil. Ah non, bah non, certes non. Dans le monde, il y a plein de codes couleurs différents suivant les cultures. C'est Pastoureau qui nous en parle super bien. Et en l'occurrence, le noir est arrivé en France avec Anne de Bretagne, puisqu'avant ça, en fait, ça coûtait beaucoup trop cher de teindre les vêtements en noir. Et donc, on ne s'habillait pas en noir. Voilà, et celle qui a lancé cette c'est pas la mode, mais enfin qui a lancé ce rite finalement qui est assez récent. Alors on évoquait tout à l'heure effectivement cette IA qui arrive, qui permet donc de ressusciter virtuellement les morts. C'est devenu un commerce en Russie, puisque on va voir quelques images des proches qui demandent qu'on fasse des vidéos de leurs proches disparus à la guerre, au front, et c'est un nouveau business vraiment. Donc c'est généré par les intelligences artificielles. Alors Louis de Dieser Bach, vous nous avez dit que c'était somme toute assez récent, mais est-ce que la technologie, elle peut nous permettre de faire notre deuil finalement? C'est une bonne question. J'aurais presque tendance à dire que la question est plus pour Taous que pour moi. Elle va y répondre. Je pense qu'il y a potentiellement un double deuil à devoir faire. Oui, je serais très curieux. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup d'avoir son point de vue également. Moi, j'aurais tendance à te dire qu'à ce moment-là, il y a un double deuil à avoir. D'une part, c'est que le premier moment, vous perdez la personne. Et puis ensuite, potentiellement, soit vous restez dans cette relation avec la machine et vous n'en sortez jamais, ce qui est potentiellement néfaste, soit à un moment, vous allez quand même devoir faire un deuxième deuil. Vous allez devoir vous dire, en fait, je vais devoir me reséparer de la personne en quelque sorte, au moment où je vais reconnaître que finalement la machine, ce n'est pas la personne, parce qu'il y a des limites dont on peut parler pendant longtemps, mais pour faire simple, elles sont énormes. Et donc finalement, en fait, ce n'est pas la personne, vous allez devoir vous en reséparer et à ce moment-là, en fait, réaffronter la vacuité d'un monde sans cette personne, alors que, effectivement, comme on le disait, c'est quelque chose par lequel tout le monde passe.
Voilà, alors on aimerait beaucoup avoir votre point de vue sur cette question. Je vais vous décevoir parce que je ne suis pas sûre d'avoir un avis définitif. D'instinct, je dirais que c'est très problématique et que je ne pense pas que ça soigne quoi que ce soit et que ça me paraît très étrange de miser sur une copie et sur une machine, effectivement, pour faire quelque chose qui s'est fait depuis des millions d'années de façon très naturelle. Voilà. Après, à côté de ça, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais on a toujours fait comme ça pour plein d'autres choses et un jour, on a eu une technologie qui nous a permis de faire autrement et ça nous a changé la vie. Donc, allez savoir, peut-être que c'est ça qui va nous sortir de la misère. Je pense que non. Je pense que vraiment, c'est en parler, faire en sorte que tout le monde ait un accompagnement psychologique, que ce ne soit plus un tabou énorme et qu'on puisse se dire oh là là, je suis triste. Oui, c'était il y a 6 mois, mais je suis toujours triste. Oui, c'était il y a 1 an et demi, mais je suis encore triste parce que le deuil, c'est pas linéaire, c'est très compliqué, c'est très nébuleux et que une fois que c'est sorti de l'esprit des gens, ils s'attendent à ce que nous aussi on aille beaucoup mieux et que ce n'est pas possible. Et du coup, je me dis, si on ne fait pas l'accompagnement dans la société et que les gens n'ont que ces intelligences artificielles pour trouver cet accompagnement-là, ça va les isoler encore plus et ça risque de créer des espèces de psychoses dont on aura du mal à se sortir par la suite. Et encore plus accentué s'il y a ces phénomènes de deadbot. Louis de Diesbach, en fait, ça pose aussi des questions liées à ça, des questions d'éthique. Les données, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on accepte, nous, une fois qu'on est mort, qu'on utilise notre image, notre voix ça, c'est vraiment des questions qui vont se poser? Bien sûr. Oui, évidemment, parce que peut-être quelque chose qui est important de rappeler, c'est vrai dans tout pour le cas de l'intelligence artificielle, c'est que d'abord c'est un business. C'est d'abord un business et donc les personnes qui créent des deadbots ou qui vous proposent des deadbots, c'est pas par bonté de cœur, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là derrière et que on le sait, hein, le malheur des gens potentiellement ça paye et ça paye bien. Donc utiliser la tristesse de certains ou certaines pour gagner de l'argent, déjà ça c'est déjà une grosse question éthique en tant que telle. À côté de ça, effectivement, c'est la question des données. Tout modèle d'intelligence artificielle, pour le faire simple, a besoin de beaucoup de données pour fonctionner. D'où viennent-elles? Ça, c'est quand même une première question. Qui a autorisé le fait qu'elles soient fournies ou non? Moi, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, vous voyez dans les testaments des uns et des autres, des gens qui disent, écoutez, moi, je veux, une fois que je suis mort, je veux plus que mes données circulent. Il y a une certaine notion de la dignité du défunt ou de la défunte. Moi, vu que j'ai l'occasion de pas mal travailler dessus, j'ai pas encore rédigé de testament à ce sujet-là, mais je pense que le jour où ça viendra, je mettrai très clairement que voilà, j'ai pas envie que voilà, si je meurs demain, que après-demain il y a un chatbot de Louis de Diesbach qui vienne vous expliquer ceci, cela, etc. Voilà, si jamais les gens avaient envie de me parler, fallait en profiter quand j'étais là. Moi, je suis pas là, il y a sûrement plein de gens géniaux aussi. Allez parler avec ces gens-là. Oui, mais parfois il y a des startups, par exemple, qui proposent à des grands-parents de communiquer, de parler, de raconter leurs souvenirs pour ensuite les utiliser pour qu'il y ait une interaction avec leurs petits-enfants. Ça, on pourrait se dire que c'est une façon... Après tout, il y a eu les photographies qui étaient un peu comme ça, les vidéos, mais là, ça va trop loin. Je sens que pour vous, ça va trop loin. Disons que si on est sorti de l'ère du spiritisme et de la planche de Ouija, on n'a peut-être pas besoin de remettre ça avec des robots. Je pense que le mélange risque de mal se passer. Je vois qu'il y a des petits signes, effectivement. Perrine, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Est-ce que la technologie peut nous aider à mieux supporter le deuil, la mort? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est totalement antithétique, puisque le principe même du deuil, c'est d'accepter l'absence. Or là, ce qu'on nous propose, c'est de faire perdurer un lien complètement factice, numérique, désincarné en plus. Donc non, moi je trouve ça plutôt effrayant et contre-productif. Après, effectivement, ça peut aider peut-être comme une passerelle pour faire son deuil, mais je suis quand même relativement dubitative. Donc voilà, tout le monde est plutôt dubitatif. Alors, est-ce qu'on a le droit au moins d'être, extravagant, excentrique quand on meurt, enfin, demander un enterrement incroyable? Taous Merakchi. Mais moi, c'est mon rêve, justement, qu'on ait plus d'options, parce que vraiment, là, non seulement ça coûte très cher, et en plus, on peut pas vraiment choisir. C'est soit on se fait enterrer dans une boîte, soit on achète une boîte qu'on va ensuite brûler, qui coûte une blinde. Il y a plein d'expérimentations qui sont faites dans le monde entier que je trouve superbes. L'idée, par exemple, d'être mélangé à un arbre qui est ensuite planté et que le lieu de recueillement devienne cet arbre, je trouve ça génial. Se faire composter, pourquoi pas? Il y a des gens qui se font envoyer dans l'espace, il y en a qui se font transformer en feu d'artifice. Enfin, il y en a qui font comprimer leurs cendres pour en faire des bijoux. Je trouve ça très cool qu'il y ait plein d'options possibles. Alors effectivement, après, il faudrait légiférer dessus, il faudrait pouvoir contrôler le minimum pour que ce soit pas n'importe quoi. Mais j'aimerais que le catalogue soit plus vaste, parce que c'est... Voilà. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Très brièvement, Louis et Perrine, vous y avez déjà pensé à cet enterrement?
Ah bah oui, évidemment, c'est quand même une chose à laquelle il faut penser, je crois. Et en tout cas, moi, j'y ai déjà pensé. Pour moi, j'avais plutôt coché l'option de l'incinération, mais comme je le dis dans le livre, très souvent, là où on se fait incinérer, c'est quand même dans des banlieues très peu glamour, donc je vais devoir penser à autre chose. Mais j'espère qu'entre-temps, la loi aura évolué, ouais. Et Louis, très brièvement. Alors écoutez, moi j'y ai pas du tout pensé, mais du coup je sais ce que je vais faire ce soir avec mon épouse autour du dîner, donc merci beaucoup. C'est un super sujet de conversation et je pense, comme le disait Taous au début, que oui, il faut en parler. Donc au moins on sait ce qu'on fait ce soir. Eh ben écoutez, super. Si le débat de 64 minutes vous permet d'en discuter, j'en suis ravie. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat qui finalement n'était pas du tout mortifère.